place au parti pris. Ruth, Pascal, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Mais c'est vous qui commencez, Ruth, parce que bien le débat n'a pas traîné. Alors précisément, bien souvent dans ces mairies LFI, ces nouvelles mairies LFI, désarmer la police municipale. C'est un élément de programme. Alors vous dites, c'est pas si simple. Bah non, parce que le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qu'on a vu tout à l'heure, a fait sensation en annonçant le désarmement de sa police municipale. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas si simple pour lui, parce que ce serait une première d'opérer un retour en arrière sur cette question, et il va se heurter à de nombreux obstacles. D'ailleurs, paradoxalement, j'ai envie de dire, il revendique une forme de prudence. Écoutez-le à la sortie, justement, de son premier conseil municipal. Nous avons la volonté de faire en sorte que la police municipale soit une police municipale de proximité, développer la prévention, remettre des moyens importants en matière de présence humaine. Et bien sûr, nous l'assumons. Nous n'avons jamais été pour enlever toutes les caméras. Nous disons que nous avons un regard pragmatique. Voilà, et après il a précisé sa pensée, il a annoncé un processus de désarmement de la police municipale, en commençant par la suppression des LBD, le lanceur de balles de défense, qui sont des armes, dit-il, très peu contrôlables et aux conséquences parfois dramatiques. Les armes à feu, pour le moment, nous les gardons. Avec un processus de désarmement, ça passe d'abord par la définition d'une doctrine, nous y allons piano. Alors, c'est un petit rappel, à Saint-Denis, en fait, il y avait une police municipale, mais sans armes jusqu'à 2020, et c'est le maire socialiste, l'ancien maire socialiste battu, donc, qui avait installé cette police municipale, et donc, à laquelle il a donné, donc, des tasers et des pistolets 9 mm, sachant qu'une police municipale sans armes, elle a déjà des grenades et des gaz lacrymogènes pour se défendre. Alors, moi, j'ai l'impression quand même qu'il va se heurter à de nombreux obstacles, parce que les opposants de Bali Bagayoko, ils dénoncent d'abord tout de suite un signe de faiblesse dans une ville au taux d'insécurité très élevé, notamment avec des narcotrafiquants, 13e ville la plus touchée, un habitant sur 10 concerné par des vols ou des violences, nettement au-dessus de la moyenne nationale, des rixes, des cambriolages, qui ont fait basculer d'ailleurs dans d'autres villes de Seine-Saint-Denis, justement, la décision d'armer la police. On est passé de 48% à 58% entre 2012 et 2023. La deuxième réserve de taille, c'est que les policiers municipaux eux-mêmes, maintenant, sont totalement hostiles à la démarche du désarmement. Ils considèrent qu'ils seraient en danger sans armes aujourd'hui. Et Linda Kebab, qui est la représentante du syndicat Unité Police, elle juge que la suppression de toutes les armes serait dangereuse. Même l'armement intermédiaire, donc les LBD, dans une ville gangrenée par les trafics et les violences urbaines récurrentes, c'est retirer la gradation de la réponse policière et risquer que les agents de la police municipale n'aient plus que leur arme létale pour s'en sortir. Donc, en fait, le contraire de l'objectif poursuivi par le maire. D'ailleurs, il est devenu aujourd'hui très difficile de recruter des policiers en Île-de-France, municipaux, parce qu'ils préfèrent les villes où ils sont armés, comme à Aubervilliers ou à Saint-Ouen. Hier, à l'annonce du désarmement, il y a d'ailleurs des policiers de Saint-Denis qui se sont interrogés presque à haute voix sur leur avenir dans la ville et qui n'ont pas exclu de la quitter. C'est pas le cas encore, mais c'est des questions qui se sont posées. Voilà pourquoi ça me paraît particulièrement difficile. Parce que les questions, il faut pas se cacher. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'une police municipale armée, c'est la solution miracle? Non, en fait, c'est vrai que des experts font plusieurs reproches. Elle se comporte comme une police nationale, elle se retrouve dans des situations de confrontation et du coup, le dialogue avec les habitants peut en être entaché, il n'y voit plus un recours de proximité. L'autre problème qui semble quand même s'améliorer, c'est la formation. L'usage des armes n'est pas assez bien organisé, donc le risque de bavure augmente et parfois il y a un usage disproportionné de la force. Enfin, certains sociologues l'affirment, mais c'est évidemment contestable. L'arme appelle l'arme et une patrouille dans un quartier est vue comme une provocation par des jeunes, ce qui renforce le climat de tension. C'est vrai qu'il ne faut pas aller se balader comme des cow-boys dans des cités déjà inflammables, c'est une des questions. Alors aujourd'hui, les syndicats de policiers municipaux disent qu'ils sont très contrôlés et qu'ils sont devenus de plus en plus professionnels. Alors et d'ailleurs, je voudrais finir sur New York parce qu'en fait, vous savez, à New York, Zoran Mamdani, le maire démocrate
très à gauche. Il a beaucoup joué sur le slogan de la gauche démocrate « Defund the police », c'est-à-dire enlever les subventions à la police. Mais il n'a en aucun cas désarmé sa police. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a redéfini ses missions, il a réduit son rôle, il a tenté de les remplacer par des civils dans des situations qu'il a jugées non violente, et il a annoncé qu'il excluait d'augmenter le nombre de ses agents. Alors, est-ce que Saint-Denis va devenir un laboratoire de la désescalade? Moi, je pense que ce sera très compliqué. D'ailleurs, il n'y a quasiment aucune autre commune de Seine-Saint-Denis dont la police municipale n'est pas armée aujourd'hui. Et la ville de David Guiraud, LFI, Roubaix, il a précisé que sa police municipale resterait armée. Et Bailly Bagayoko, il est très prudent, hein. On l'a entendu tout à l'heure, on l'a lu tout à l'heure. C'est ce que je vous dis. Il est pragmatique. Il est pragmatique, mais il a quand même fait campagne là-dessus. Donc, on verra l'épreuve du pouvoir. Pascal, votre parti pris économique, incroyable histoire, très inspirante, comme on dit aujourd'hui pour beaucoup. Oui, l'histoire d'un petit boulanger français qui est devenu numéro 1 mondial. Ah oui, c'est une formidable aventure d'entrepreneur. C'est l'aventure du groupe Louis Le Duf. Alors, groupe éponyme, il y a un vrai Louis Le Duf, hein, ça n'est pas simplement un nom d'enseigne. C'est une aventure qui commence dans le Finistère, donc là où la terre se finit, comme le disent les géographes, mais où commence la saga victorieuse de ce Louis Le Duf qui est devenu le premier boulanger du monde, puisque le groupe Le Duf vient de racheter une entreprise espagnole qui s'appelle Panamar, qui est située à Valence, Panamar Bakery, et qui constitue donc un renfort à cet ensemble qui était déjà très cohérent, très puissant. Vous connaissez bien sûr Bridor. Bridor, c'est l'abréviation de brioche dorée. Tous les Français connaissent brioche dorée. Bientôt 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ce groupe qui est implanté un petit peu partout dans le monde avec la marque que nous évoquions, mais aussi par exemple les pizzas Del Arte. Alors, ce qui est passionnant dans cette saga, c'est qu'elle est très incarnée. Effectivement, Louis Le Duf a commencé comme enseignant à l'université de Rennes, à l'université de Rouen, d'abord l'école supérieure de commerce de Rouen, puis à l'université de Rennes, et puis il fait une thèse en sciences de gestion sur les franchises. On est dans les années 70. Les franchises, c'est encore pas tout à fait développé, mais il a senti qu'il y avait quelque chose. Et il est entrepreneur, sa première décision, c'est de vendre sa voiture. Il a une 4L, à l'époque, il la vend 10 000 francs. 1 500 euros à peu de choses près pour acheter ou louer un emplacement dans lequel il va créer la première brioche dorée. La première brioche dorée, c'est à Brest, et nous sommes là donc dans les années 70, et la franchise apparaît, si vous voulez, comme un levier de développement. Alors, la première la première enseigne brestoise va faire des petits sur le territoire français un peu partout, avec une règle extrêmement simple qui est tournée vers le consommateur. On parle de produits de boulangerie, de viennoiserie qui arrivent crus congelés, qui sont réchauffés. Eh bien, on fait des cuissons toutes les demi-heures pour offrir toute la journée des produits qui sont frais et donc séduire les consommateurs. Deuxième temps, la croissance. Alors, comment maîtriser la croissance d'une entreprise comme celle-là? Bien, la clé du succès de Louis Le Duf, c'est l'outil industriel qui est optimisé et qui permet de garantir tout à la fois la qualité. Il est resté très attaché à la qualité de ses produits et en même temps le prix, plus une chaîne logistique, la chaîne du froid, qui est absolument indispensable. En 1982, naissance de Bridor en Ille-et-Vilaine. Alors, c'est la première usine cette fois-ci. Et puis, Louis Le Duf crée des usines au Canada, au Portugal, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, et il rachète donc aujourd'hui ce groupe espagnol qui est situé à Valence, sur la côte est du pays, après avoir repris des entreprises à peu près comparables dans le même secteur, l'agroalimentaire, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou aux Pays-Bas. Et donc passe de 2,5 milliards, enfin entre 2,5 milliards et 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, à 3,5 milliards. Alors, le groupe va continuer sa croissance, la poursuivre, misant notamment sur le marché asiatique, qui est un marché sur lequel se développe beaucoup la RHD, la restauration hors domicile. On prend plusieurs repas en Asie en particulier, beaucoup de sandwicheries, beaucoup de snacking, et donc le groupe a une expertise dans ce domaine. Aux États-Unis, renforcement de l'appareil industriel. Bref, on a affaire à un groupe industriel que peu de gens évoquent, mais qui emploie quand même 35 000 personnes. Donc il était logique et culturel, j'allais dire, que le premier boulanger du monde fût français. C'est l'association gagnante entre l'outil industriel, le commerce, sauf peut-être à un endroit. Vous vous rappelez de Liffré,
2023. Liffré, c'est une petite ville. Louis Le Duf veut ouvrir une unité de production et créer 500 emplois. Mouvement écologiste, activistes s'y opposent au prétexte que Louis Le Duf va privatiser l'eau. Eh bien, les emplois ont été créés, mais ils ont été créés quelques centaines de kilomètres beaucoup plus loin. Je dis donc aujourd'hui, vive l'agroalimentaire français. Le Duf, Francis Holder, ça vous dit quelque chose? La Durée, les boulangeries Paul, Claude Chrétien, qui fut un des pionniers, Alfred Neuhauser. Nous avons la capacité de faire de l'industrie dans l'agroalimentaire. Pourquoi est-ce que nous ne l'aurions pas ailleurs? Abnous, votre parti pris international, tout le monde connaît maintenant Mette Frederiksen, la première ministre danoise qui incarne une social-démocratie pragmatique, qui s'empare à pleine main des problèmes. Eh bien, le modèle danois est peut-être en crise parce qu'elle n'a pas perdu les élections, mais elle a subi un revers. Oui, c'est pour ça, il manque un petit point d'interrogation, parce que c'est comme d'habitude beaucoup plus compliqué que ça. Élections législatives le 24 mars, verdict clair, mais pas trop, c'est toujours le problème. Le bloc de gauche est en tête, mais sans majorité, et le Parti social-démocrate, donc de Mette Frederiksen, signe son plus pire résultat depuis 1903. C'est sûr que ça fout une petite claque. Donc le bloc de gauche, comme vous le voyez, 84 sièges, le bloc de droite 77 sièges et 14 sièges pour les modérés, le centre. Donc la majorité absolue étant à 90 sièges, personne ne l'atteint. Alors conformément à la tradition constitutionnelle danoise, Frederiksen a présenté sa démission au roi Frédéric X le 25 mars, dès le lendemain. C'est protocolaire, elle va remettre sa démission. Ce qui ouvre, en gros, les négociations pour un prochain gouvernement. On l'écoute. Jeg er ærgerlig over. Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer. Blev ved med at gøre, og jeg er fortsat parat til at påtage mig ansvar som Danmarks statsminister. Elle parle cash, hein. Oui, elle parle cash. Et elle puis a perdu des voix, elle le dit. À la fin du discours, elle a rajouté « Nous nous attendions à reculer car c'est normal lorsqu'on se présente pour la 3e fois. » Et oui, arrêtons de dramatiser. Il y a aussi l'usure du pouvoir. C'est logique. Et là, une petite lecornade est arrivée, puisque après avoir posé sa démission d'après-midi même, on s'y attendait, mais Frédéric X l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Une lecornade. Oui, c'est pas mal. Messieurs du Larousse, tenez-vous prêts. Je pense que ça va bientôt rentrer dans le Larousse, donc voilà. Elle est toujours en poste pour négocier, et là arrive l'homme clé pour ces négociations, ça va être le ministre des Affaires étrangères sortant, c'est Lars Løkke Rasmussen, chef des modérés et donc de ses 14 sièges, ancien Premier ministre à 2 reprises, un bon roublard de la politique danoise. Il est indispensable pour avoir une majorité. Donc 3 choix s'offrent à lui, soit il continue avec Frederiksen, soit il forme un gouvernement de droite avec les libéraux de Venstre, qui a fait aussi son pire score depuis toujours, les conservateurs, l'Alliance libérale, le Parti populaire danois, ou la petite tentation de je deviendrai bien Premier ministre pour une 3e fois, mais ça serait, sauf si vraiment plus personne ne s'entend, c'est possible que ça soit une option parce qu'il est rassurant et les Danois le connaissent bien. Donc les négociations, comme d'habitude, dans ce genre de cas peuvent durer longtemps. En 2022, ils avaient duré 6 semaines. Mais alors là, vous allez me dire, mais pourquoi diable Frederiksen avait-elle convoqué ces élections anticipées le 25 février dernier? Elle était là, qu'est-ce qui lui a pris? Elle a voulu capitaliser son pic de popularité, parce qu'en quelle crise on était à ce moment-là en février? C'était la crise du Groenland, et c'était son bras de fer avec Trump, et était devenue pendant des mois, pendant des semaines, la figure européenne la plus médiatisée dans sa résistance à l'impérialisme américain trumpienne. Et donc elle s'est dit, c'est parfait, déclencher des élections le moment où je suis le plus populaire, ça va cartonner. Et de toute évidence, c'est raté. Et pourquoi c'est raté? Parce que les Danois ont tout simplement jugé qu'être courageuse face à Trump, c'était bien, mais ça ne suffisait pas pour régler les problèmes qui se sont accumulés ces 4 dernières années, problèmes économiques, pouvoir d'achat, politique agricole controversée, et un peu la crise de l'élevage porcin intensif pour contre, c'est partagé en deux, les Danois se tapent dessus, et un coût de la vie en hausse, forcément. La campagne a tourné essentiellement autour de questions intérieures et non de géopolitique. Le Groenland et la belle résistance de Frederiksen n'a pas suffi à gagner les élections. Donc, est-ce que, parce que vous me posez la question, ce fameux modèle danois, État-providence, généreux, flexi-sécurité du travail, égalité des chances, politique migratoire du C, est-ce qu'il est en crise? De toute évidence, non. Parce qu'il n'empêche que c'est toujours ce bloc de gauche qui tient
la troisième fois ce programme qui est quand même arrivé en tête, c'est quand même pas rien, 84 sièges, c'est en baisse, mais c'est encore là. Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est ça où tous les Européens devraient regarder, c'est que, oui, là, d'autant plus aujourd'hui, vous avez quand même la guerre en monarchie, vous avez la crise économique, le problème de l'énergie, etc. Mais il n'empêche, les Danois, quand ils vont voter, ils vont voter pourquoi ? Pour le prix des œufs et sur la crise du cochon. Mais on a une C'est ça, extrême la droite réalité. Alors, qui était contenue jusque-là. elle a triplé. Et là, voilà. Oui, Elle a triplé. Alors, il C'est faut quand dire qu'il y même avait deux formations jusque-là. Oui, il y avait Maintenant, deux il y en a une qui prend le formations. Il y dessus. avait deux c'est un peu formations. C'est compliqué. quand même Exactement. intéressant parce qu'elle a été très claire sur l'immigration. Il y a une forme de consensus au Danemark d'ailleurs Oui. là-dessus. Néanmoins, ce qu'elle avait réussi sur l'extrême droite, c'est-à-dire elle a rasé un peu, L'État. est revenue. Mais en pour tout une cas, seule c'est raison. Alors, je vais vous dire exactement pour quelle raison. C'est que c'est aussi dû au fait où la Suède s'est embrasée et qu'on a vu arriver au Danemark des gamins, des tueurs à gages de 14-15 ans, envoyés au Danemark pour assassiner des chefs qui étaient complètement délirants. Donc, malgré toute sa politique, il y a eu cette montée de violence au Danemark due au fait de la contamination à travers la Suède. Et donc, c'est logique, vous aurez beau faire, vous aurez toujours des partis d'extrême droite, mais il n'empêche qu'ils sont quand même beaucoup plus contenus qu'ailleurs. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.